Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre synthèse hebdomadaire. Je suis en forme, très combatif, puisque je comprends de plus en plus à chaque jour qui passe que, comme on dit en arabe, al-aduwwu amamakum wal-bahru wara'akum. Je comprends que l'ennemi est face à nous et derrière nous, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de retraite possible, c'est la mer. Il est impossible de perdre la bataille. Il est impossible que nous soyons gouvernés par les énergumènes, pour ne pas dire autre chose, qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui ou qui y sont déjà. Il faut les sortir. Il est impossible, moi très sincèrement, je prends pour une offense personnelle être gouverné par ces gens-là. Je ne veux pas être gouverné par ces gens-là. Et donc la balle est dans mon camp, pas dans la leur, dans mon camp. C'est à moi d'être meilleur, d'être plus efficace. C'est à nous d'être plus efficaces. Cessons de nous plaindre et de nous victimiser, tout ça. La victimisation ne marche que pour les amis du régime, hein, indigénistes, tout ça. Les quelques minorités qui ont le droit de citer, celles-là peuvent se victimiser. Ça leur rapporte. Nous, on n'a pas le droit de se victimiser. La victimisation nous fait que du mal. Voilà, donc dans cette vidéo, je serai plus bref pour une fois. Je vais survoler rapidement les affaires françaises et je voudrais vous emmener en Iran et au Brésil. J'espère pouvoir y arriver. Affaires françaises. Pour commencer, la campagne électorale des européennes. Que d'argent perdu, que de pognon déversé sur des débats, des couvertures médiatiques, de la promo pour rien. Cette élection ne sert à rien. Il n'y a aucun enjeu au Parlement. L'Union européenne est une dictature. Le pouvoir est chez la Commission, qui n'est pas élue. Donc pourquoi on perd notre temps? Au passage, c'est la Russie qu'il faut bombarder, au nom de nos valeurs démocratiques. Nous sommes la démocratie. Nous avons donné le pouvoir à la Commission européenne, que personne n'a élu. Thierry Breton n'a jamais été élu par personne, ni Madame von der Leyen. Le peuple n'a pas élu. La plupart de nos textes de loi aujourd'hui sont de la transcription de décisions de la Commission qui n'a pas été élue. Mais c'est la Russie qu'il faut bombarder. C'est les Africains qu'il faut civiliser. Parce qu'eux, ils ne savent pas ce que c'est la démocratie. Nous, on sait ce que c'est, que nous, on la vit. Nous respirons la démocratie. Merveilleux. Nous respirons tellement la démocratie que dès que quelqu'un veut débattre sérieusement dans ce pays, dans cette élection européenne, dans cette campagne, on le traite de fasciste. Fasciste, complotiste, extrémiste. Ouais, moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut faire Sciences Po ou l'école de journalisme de Lille pour cautionner ça. Moi, je suis journaliste. Je gère un débat. Quelqu'un traite l'autre de fasciste, j'arrête le débat. Je lui dis non. Parce que pour deux raisons. D'abord, ça stérilise le débat. Parce qu'on ne débat plus. Quand le type, tu le foudroies avec ça, bah, il ne débat plus, il se défend. En plus, tu crées de la confusion chez le public, parce que le public s'en fiche de savoir qui est fasciste ou pas. Il n'y a pas de péril fasciste. Le nazisme est mort en 1945. Hein? Prof de Sciences Po, prof de l'ESJ, je sais pas quoi là. Le nazisme est mort en 1945. Terminé. Acabou, comme on dit en brésilien. Acabou. Donc le public s'en fiche. Le public veut des solutions à ses problèmes concrets. Il veut savoir ce que pensent les gens. Tu lui dis qu'il est fasciste, tu l'embrouilles. Ça crée de la confusion. Et enfin, journaliste, cher ami, tu es responsable. Tu n'es pas un passager clandestin. Tu es responsable. Cher ami journaliste, IE, homme ou femme ou autre, tu es responsable de ce qui se passe dans ton plateau, sur ton plateau ou dans ta colonne, dans ton journal. Quand quelqu'un se fait traiter de fasciste ou d'extrême droite, ça peut lui coûter sa vie. Est-ce que Zemmour peut marcher dans la rue sans protection policière? Il ne peut pas. Quand vous laissez des gens de gauche ou du centre traiter leurs opposants d'extrême droite, vous êtes responsable de ce qui va leur arriver. Vous aurez du sang sur les mains si ça dérape. Donc arrêtez de... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous faites des études pour... Si c'est pour... Enfin, je vais vous rassurer, si c'est pour se prostituer, ce n'est pas la peine d'étudier. Gardez votre pognon et vos prêts étudiants pour autre chose. Payez-vous du silicone ou autre chose. Mais pas... Si c'est pour se prostituer, ce n'est pas la peine de faire des études dites sérieuses. Et le journalisme est sérieux. Ça aurait dû être un métier noble, ça aurait dû l'être. Malheureusement, à cause de vous. Arrêtez de nous dire, ah, c'est des oligarques. Non, non. Vous travaillez pour votre pomme, pour vous. Vous savez que si vous dites la vérité, si vous empêchez le procès en diabolisation, vous n'allez pas de votre job, parce que vous vous surveillez entre vous.
Et comme il y a de moins en moins de jobs bien rémunérés à cause ou grâce à Google et à l'Internet et aux réseaux sociaux, ben, vous devenez de plus en plus fourbe et malhonnête. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je suis en train de décrire une dérive. Et je vous mets au défi de me dire que je me trompe. Encore une fois, il y a des journalistes très bien, il y en a. Mais je suis en train de décrire une dérive et je ne pense pas me tromper. Donc voilà pour la campagne européenne. Il faut vraiment être très riche pour se payer cette danseuse. C'est un gadget, on dépense un pognon de dingue. On calcule, juste en calcul de temps de parole, il faut des polytechniciens pour calculer tout ça. Enfin, c'est pour rien. Mais c'est une... Bon. Ok. Parlons de Google. Deuxième sujet, rapide. Manifestation devant les sièges de Google, les bureaux de Google aux États-Unis, d'employés de Google qui fustigent leur employeur parce qu'il aurait un contrat avec l'État israélien d'1 milliard de dollars pour je ne sais quoi. Des bras m'en tombent. Ils étaient où, ces employés engagés politiquement de Google, ces lanceurs d'alerte? Ils étaient où, ces esprits libres, quand Google censurait le discours des médecins anti-Covid? Ils étaient où? Ils étaient où, ces journalistes, ces employés de journalistes, voyez, hein, ces employés de Google, quand Google s'ingérait, s'infiltrait, influençait les élections américaines en censurant les paroles, les dires, les déclarations de Trump et des gens autour de Trump? Ils étaient où? Ah, mais expliquez-moi. Vous étiez où? Là, il n'y a que le problème palestinien qui vous sort de votre... qui vous coûte votre job. Hein. Moi, je salue le courage. Hein. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, mais je salue votre courage. Mais votre courage, il est à deux poids, deux mesures. Hein. Il est sélectif. Hein. Il y a aujourd'hui une énorme censure dans les réseaux sociaux et vous ne voyez pas ça, vous ne voyez pas de problème. Vous collaborez à ça d'ailleurs. Hein. Moi, je ne suis pas anti-Google. Moi, je salue les... D'ailleurs, ce sont des Russes, paraît-il, les fondateurs de Google. Quelle réussite industrielle merveilleuse. Monsieur Thierry Breton, prenons-en de la graine. Au lieu de faire de Digital Act européen, qui est juste une loi de censure, faites-nous un Google européen. Au lieu de perdre notre argent à vouloir embêter Elon Musk ou je ne sais pas quoi, faites-nous un cloud souverain européen. Il n'y a aucune gloire à devenir le roi de l'Inquisition, voilà, l'inquisiteur en chef. Il n'y a aucune gloire là-dedans. D'accord? Les grands papes qui sont rentrés dans l'histoire sont les papes qui ont servi le Christ. Pas les papes qui ont fait l'Inquisition, brûlé les juifs, les sorcières, les protestants, les esprits libres, Galilée, je ne sais pas quoi, voilà. Giordano Bruno et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, je me pose la question par rapport à cette... au-delà de Google et de ces employés-là de Google, pro-palestiniens, je pose la question à la jeunesse. Jeunesse, où es-tu? Jeunesse, où es-tu? Je sais que tu es là, je sais que tu as peur. Mais quand même, c'est maintenant qu'il faut agir, entre 15 et 25 ans. On s'installe dans la dictature. La démocratie est en train de mourir à petit feu, sous nos yeux, en France, aux États-Unis. Et tu es où, jeunesse? Où es-tu? Bon. Donc on passe au troisième sujet. Je chamboule l'agenda, parce que vous me connaissez un peu quand même maintenant. Je voulais vous parler de Carlos Tavares, je ne sais plus comment s'appelle ce groupe, Stellantis. D'ailleurs, un petit message aux agents de communication, de grâce, respectez nos neurones et notre âge avancé, faites des noms dont on puisse se rappeler. Enfin, je sais pas, moi, PSA, moi, j'arrivais à m'en rappeler. La Stellantis, on dirait que c'est le nom d'une pilule ou d'un médicament contre problème gastrique ou je ne sais pas, Stellantis. On dirait un anxiolytique. Hein, ça me fait penser à, je sais pas. M. Tavares a réussi apparemment à faire approuver par les actionnaires une rémunération de 35 millions d'euros. Je sais pas quoi. Moi, je vous avoue que je bug. Hein. J'ai un écran blanc là, bleu là-dessus, comme Windows. Je ne sais pas quoi penser de ça. Très sincèrement. D'un côté, je suis choqué que un employé, CEO est un employé, arrache aux actionnaires 35 millions d'euros pour faire son job. Il fait que son job. Moi, je pense que d'un côté, vraiment, je suis tiraillé. Je pense que ça me choque.
D'un autre, je me dis, vaut mieux que ce soit un type qui sait faire une phrase correcte, qui sait gérer la complexité comme M. Tavares. C'est mieux que ça, vaut mieux ça qu'un footballeur qui ne sait pas faire une phrase correcte et qui, en plus de ça, est pour le Macron, pour la destruction de la France. Vous les voyez tous, enfin pas tous, mais dès qu'ils la ramènent, ah, le petit Naël, ah, le racisme en France, ah, le climat, mais quand Lola se fait massacrer, quand un violeur soudanais massacre la petite Mégane dans l'ouest de la France, quand Thomas se fait massacrer à Crépol, les footballeurs sont aux abonnés absents. Ah, l'Europe, il nous faut l'Europe. Mais quand la France se fait dézinguer par l'Europe et le mondialisme, ils ne sont pas là. Donc je préfère que ce soit Carlos Tavares qui prenne le pognon qu'un joueur de foot qui, très sincèrement, ne représente aucune espèce de modèle pour notre jeunesse. Le foot est un contre-modèle pour notre jeunesse. Parce que c'est pas réplicable. Tu n'as aucune chance. Enfin, à part d'être né avec un talent extraordinaire, une génétique extraordinaire, tu n'as. Enfin, par contre, devenir. Peut-être pas CEO, c'est difficile. Mais devenir cadre sup, c'est jouable. Il faut travailler. Je m'excuse de prononcer un gros mot, mais excusez-moi. Hein. Le mot travail, le mot étude. Il faut respecter ses professeurs. Il faut s'abstenir de taper sa directrice d'école, comme à Marseille. Il faut s'abstenir de menacer son proviseur, comme à Paris dans le 20e. Je m'excuse de prononcer des gros mots. Mais normalement, si tu fais ça, tu travailles, un peu de chance, comme on dit chez moi au Maroc, un peu de baraka, normalement, tu vas y arriver. Peut-être pas devenir CEO, mais au moins, tu peux être... Voilà. Donc, je préfère, moi, que Carlos Tavares gagne de l'argent. Mais, moi, il y a quelque chose qui me gêne parce que... Bah, aidez-moi. Je n'ai pas d'avis sur la question vraiment définitif. Moi, je sais juste, mais je me pose la question, où va ce groupe? Parce qu'il y a le pôle français Peugeot, c'est ça, PSA. Il y a Fiat Jeep, Fiat Chrysler, je sais pas quoi. Et si je me dis des bêtises, vous me corrigez. Ils vont vers le moteur électrique. Mais Carlos Tavares lui-même a dit que c'est une bêtise, il y a quelques années. Le moteur électrique est une bêtise pour plusieurs raisons. Deux, d'abord, on ne sait pas recycler les métaux. Trois raisons qu'il y a là-dedans, donc c'est une bombe à retardement écologique. Deuxièmement, nous n'avons pas les terres rares et ces métaux-là, ils sont au Congo. Congo où des gens, où des bébés se font violer pour qu'on ait ces métaux. Hein. Il faut voir ce que fait les amis du Rwanda, hein, notre cher Rwanda. On a parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Il faut voir ce qu'ils font là-dedans pour prendre les métaux. D'accord? Qui servent dans le cher véhicule électrique. Moi, je ne pense pas que le progrès et que l'écologie se résume devrait aboutir à ça. À rouler dans des voitures alimentées par la souffrance des Congolais et des Congolaises. Moi, je suis contre le colonialisme. Je ne veux pas le perpétuer. Hein. Troisième point, le moteur électrique n'est pas une spécialité européenne. Nous, les Européens, Allemands, Français, vous êtes les maîtres du diesel. Vous avez 110 ans de travail là-dessus, d'expérience. Vous avez fait des diesels magnifiques qui consomment peu et qui sont très, très performants. Là, vous allez tout mettre en stand-by pour faire de l'électrique où vous êtes concurrencé. Vous n'avez aucun avantage compétitif. Les Américains le font, les Chinois le font. Donc, résultat, vous voyez bien où je veux en venir, la Chine va prendre le marché. La Chine va prendre le marché par les moteurs, BYD, je ne sais pas quoi, là, Haval, tout ça. Et les Américains, avec Google ou M. Musk, vont prendre le contrôle de la voiture autonome et tout le software de la voiture. Et nous, les Européens, ben, on va vendre des kebabs. Parce qu'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus d'automotive, s'il y a plus, déjà, on enlève le nucléaire, on enlève l'aviation parce que il paraît que l'aviation, ça consomme de l'énergie, je sais pas quoi. Et là, on va enlever l'industrie automobile. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Des kebabs. Moi, si c'est ça le futur européen, abat l'Europe. Abat l'Europe. Et abat le moteur électrique. Bon, donc, gros point d'interrogation dans ma tête. Aidez-moi par rapport à M. Tavares et ce paquet de rémunération. Alors, en Iran, comme promis, donc l'Iran, Israël. Alors, je voulais juste dire, alors d'abord, je ne vais pas m'improviser spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient. Je n'ai pas le talent des commentateurs de LCI.
Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait l'école de journalisme de Lille. Donc je n'ai pas la science infuse, je m'excuse. J'ai fait des études mineures. Je n'ai pas cette... C'est comme ça, hein, il y a la voie royale et il y a la voie de la plèbe. Je suis la plèbe. Quelqu'un récemment m'a reproché de penser comme le peuple. J'ai envie de lui dire, mais je suis le peuple. Pourquoi est-ce que penser comme le peuple, comme les classes populaires, serait une insulte? What? Bon. Alors, l'Iran. Alors, c'est un drame, parce que vous avez deux peuples d'élite qui sont au bord de la guerre. Dans la région du Moyen-Orient, il y a trois peuples d'élite. Israël, les Juifs, les Perses, les Turcs. Les Arabes, nous ne sommes plus, je parle des Arabes de là-bas, nous ne sommes plus un peuple d'élite, depuis il y a fait longtemps. Quel est le pays arabe là-bas qui tient la route? C'est l'Égypte, c'est le seul pays où il y a vraiment nefs, le souffle. Parce qu'un pays, c'est pas le Qatar ou le Bahreïn. Un pays n'est pas un confetti territorial. Un pays, il faut avoir un minimum de population déjà. Qui a la population? C'est l'Égypte, 100 millions. Qui a l'histoire? C'est l'Égypte. Qui a l'islam? C'est l'Égypte. Pas l'Arabie, l'Égypte. Al-Azhar, nous avons... l'Arabie est venue sur le... Bon, bien sûr, Sidna Mohammed est né en Arabie, tout ça, mais le gardien de l'islam, c'est l'Égypte. La pratique, les courants, le wahhabisme est un phénomène récent. Puis il y a le pétrole. Bon. Qui a le projet politique? Qui l'avait? L'Égypte. Sadat. Nasser. Sadat. Quel homme? Anwar Sadat. Moi, j'aurais roulé pour Anwar Sadat. Président égyptien, noir, d'origine soudanaise. Un type qui a tout compris. Il a compris que l'islam, c'est de la politique. Alors qu'Onas avait dit qu'il fallait séparer les deux. Sadat a dit, je l'ai entendu, l'islamu siyasa, ad-din siyasa. Il a raison. Alors ça fait pas plaisir aux Français, mais dans le monde musulman, la religion est de la politique. Les deux sont mêlés. Il a fait là. Et un type qui dit ça fait la paix avec Israël en 78. Rajl, comme on dit chez moi. Un homme, ça c'est un homme. Bon, ils l'ont tué. Donc, et depuis l'Égypte, voilà. Donc l'Égypte, malheureusement, est un pays qui est tiers-mondisé. Ils mangent à peine à leur faim. C'est une prison à ciel ouvert aussi, l'Égypte. Hein. Il n'y a pas que Gaza. L'Égypte va très mal, va très très mal. Donc, il ne reste plus au Moyen-Orient que trois peuples d'élite. Israël, la Perse, la Turquie. Malheureusement, à cause des bêtises de Jimmy Carter, l'Iran est passé de l'autre côté. Parce que Jimmy Carter a lâché le Shah d'Iran. Il a décidé de le lâcher. Bien sûr, le Shah d'Iran avait des problèmes internes. C'était pas un démocrate, ok. Mais au moins, il avait un bon goût pour les femmes et il savait vivre. Il a commis beaucoup de bêtises. Mais je vous signale que nous, les Américains l'ont lâché. Et les Français, comme d'habitude, hein, le devoir d'accueil, nos frontières sont ouvertes. Nous avons donné l'asile à M. Khomeini. Merci, M. Valéry Giscard d'Estaing. Chapeau, chapeau, chapeau. Bon, mais la faute incombe aux Américains et un peu à Israël, parce que je crois que c'était Golda Meir à l'époque. Elle n'a pas aidé le Shah d'Iran. Il faut bien savoir que jusqu'en 78-79, Israël et Iran, c'était le grand amour. Les Arabes n'existaient pas. Hein. À part, je vous dis, à part Sadat, le Moyen-Orient est géré par ces deux pays. Tout ce qui se passait entre le Pakistan et la Libye, ça intéressait le Shah d'Iran. Il avait les avions, il avait la puissance, il avait l'argent. Tout ce qui se passait là-dedans, ça le concernait. Il faut voir le matos qu'il avait. Et contrairement aux Saoudiens, les Iraniens savent piloter des avions. Que ce soit les Iraniens du Shah ou les Iraniens des Khomeini, des ayatollahs. L'armée iranienne sait se servir de son matériel, contrairement à nos chers amis saoudiens. Donc, ce sont des peuples d'élite, ce sont des peuples qui ont une grande histoire, la Perse. Et ils ont gardé leur identité. Chers amis français, écoutez ça avec un peu d'attention. Je m'en fiche si on me traite de... Si on me diabolise, je m'en fiche. Il vaut mieux dire la vérité que d'être un imbécile et un traître. Les traîtres, ce sont ceux qui vous mentent. Le peuple iranien a su garder son identité. Ils sont bons en ingénierie, bons en maths. Ils sont ambitieux. Donc fiers d'eux-mêmes et ambitieux.
Parce qu'il y a beaucoup de pays arabes qui sont juste fiers d'eux-mêmes. Non, les Iraniens sont fiers d'eux-mêmes et ambitieux. Ça veut dire qu'ils travaillent. Il faut travailler. Ils sont disciplinés. Ils sont un peu agressifs. Il faut de la hargne. La hargne n'est pas un terme péjoratif. Et bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Israël, c'est pareil. Ils ont ces qualités-là. Donc vous avez des peuples qui se ressemblent. Ils se ressemblent tellement, ces peuples-là, qu'ils devraient collaborer entre eux, et ils collaborent entre eux. Enfin, ils ont collaboré. D'ailleurs, me semble-t-il, il y a encore 40 000 juifs à Téhéran, me semble-t-il, mais à vérifier. Puis il y a l'histoire biblique, enfin, la Bible se joue entre l'Égypte, Israël et la Perse. Mais bon, revenons au temps moderne. Donc tu as deux peuples d'élite qui sont opposés depuis l'arrivée de Khomeini au pouvoir. Khomeini, je ne sais plus comment. Khomeini. Un type très intéressant, très bizarre, mais très intéressant. Très intéressant. Donc le drame, c'est ça. Vous avez les gens qui devraient gérer le Moyen-Orient, lui amener cette instabilité, sont à couteau tiré. Et il y a les Turcs aussi. Eux aussi devraient avoir un rôle, mais je pense qu'à 3, ça devient compliqué. Mais ça se joue, vous allez voir dans le futur, l'avenir du Moyen-Orient se jouera dans ce leadership-là. Et de comment... Et alors, les Arabes, nous, on ne veut pas de l'Iran. On ne veut pas de leadership iranien. On aimerait bien une alliance avec Israël et tout ça. Vous avez vu, dès que l'Iran commence à attaquer Israël, tous les pays arabes de la région étaient plutôt avec Israël. Enfin, pas plutôt, clairement avec Israël. Ça, on dit non sur la cause palestinienne, sur l'instrumentalisation et tout ça. Bon. Donc voilà ce que je peux vous dire, sans dire de bêtises. C'est un grand drame, c'est vraiment un grand drame, et il faut aller voir M. Carter et lui dire pourquoi. Bon, maintenant c'est trop tard, mais il peut rien y faire. Pourquoi tu as changé, pourquoi vous avez abandonné le Shah d'Iran? L'incompétence se paye, et nous la payons tous, parce que le Moyen-Orient est bloqué. Il y aurait eu le Shah d'Iran, le Moyen-Orient aurait eu une autre tête, Voilà pour cette histoire du Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il y aura une escalade? J'en sais rien. Apparemment non. Apparemment, ni l'un ni l'autre ne veulent faire une escalade, mais quand même, dernier point. Depuis quand on attaque les consulats? Depuis quand on bombarde un consulat? Monsieur Netanyahou, depuis quand on bombarde un consulat? Moi, je veux bien que les Iraniens, sous Khamenei, ne soient... Enfin, je n'ai aucune sympathie pour les ayatollahs, mais depuis quand on attaque les consulats? Au missile, au F-16, je ne sais pas quoi. Bon, question est posée. Si on veut vraiment se projeter dans l'avenir, bon, c'est difficile. Ce régime iranien, il n'est pas sympa avec les femmes, pas avec les gays, il n'est pas sympa avec... voilà. Mais j'espère qu'il aura sur l'Iran l'impact qu'a eu le maoïsme et le communisme sur l'Iran, sur la Chine. C'est-à-dire que régime horrible, mais qui au final, vraiment au bout du tunnel, j'espère qu'il se rapproche, ce bout du tunnel, qu'on se rapproche à grands pas, il délivre un pays qui a été préparé pour la compétition internationale. L'Iran mérite d'être une puissance régionale, mais pas une puissance régionale touristique. Une puissance régionale ou qui fait de n'importe quoi dans le foot. Non. L'Iran est plus sérieux que ça. L'Iran, c'est un pays industriel. L'Iran est un pays qui a une vocation spatiale. L'Iran est un pays qui a une vocation littéraire, cinématographique. Donc j'espère qu'au bout du bout, il y ait une sortie de ce régime de malades mentaux. Enfin, le régime iranien aujourd'hui, il a un côté malade mental, avec une obsession pour le sexe, les femmes, tout ça. Et il a un côté très planification, plan quinquennal, sérieux. Il a un côté sérieux. Donc j'espère qu'il y aura une révolution de palais ou une évolution du régime pour que la Chine de demain soit l'Iran. Moi, en tant que musulman, j'appelle de mes voeux à l'émergence d'un pays musulman réellement performant. Je regarde vraiment avec beaucoup d'intérêt l'Indonésie, beaucoup d'intérêt, la Malaisie et le monde et l'Iran. Si c'est un pays arabe qui exauce ce vœu, je serai encore plus heureux. Parce que nous, les Arabes, nous n'aimons pas
Nous n'aimons pas les Perses, et inversement. Enfin, oui, on s'aime pas. Enfin, pas qu'on s'aime pas, on est en compétition. Comme on est en compétition avec les Turcs. Voilà. Donc j'espère avoir été synthétique et clair sur le sujet. Donc j'espère que dans le futur, l'Iran redevient une puissance progressiste. Mais pas progressiste, wokiste, non. Progressiste dans le sens que, moi je veux conquête spatiale, conquête scientifique, conquête médicale, l'eau, gestion de l'eau, l'agriculture, pas le foot, des trucs comme ça. Et qui gère le Moyen-Orient. Parce que, alors après, ce qu'elle va le gérer avec Israël, avec les Turcs, ça échappe à mon entendement très, très limité. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Je pense que je suis beaucoup plus optimiste par rapport à l'Iran, malgré la façade horrible du régime, qu'avec ce que je vois dans le monde arabe. Voilà. Nous, on n'est pas prêts, malheureusement, on n'est pas prêts. Moi, je me sens irakien d'origine. Enfin, dans une autre vie, j'ai vécu en Irak, c'est sûr. Mes ancêtres étaient irakiens sunnites, de la région ouest de l'Irak. Vraiment des gens très durs, mais très nobles. Enfin, ils peuvent être très nobles et très durs en même temps. Je suis un bédouin. Mais je suis de Fallujah. Je suis certain que j'ai vécu à Fallujah dans une autre vie. Mais nous, on n'est pas prêts. L'Irak est démantelé. La Syrie est démantelée. L'Égypte, on en a parlé. MBS, moi, je l'aime et je le déteste. Enfin, je l'aime. Je me méfie de lui parce que, bon, il a découpé en morceaux son cousin, je sais pas quoi, en Turquie. Mais lui, on ne le boycotte pas parce qu'il a de l'argent. Nous, on va boycotter Poutine, tout ça. Peu importe. Il veut réformer son pays, banco, mais il veut faire il veut faire une ville de 100 km. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas ça, la réforme politique. C'est pas ça ce que je souhaite pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie n'a jamais été un grand pays. Dieu a voulu qu'elle ait donné l'islam au monde. Très bien, c'est une bénédiction. Mais je vais énerver plein de gens. Hein. Je sais que quand je dis ça, je cause des bugs, parce qu'il y a plein de gens au centre et à gauche qui veulent me traiter me catégoriser dans une certaine droite. Et moi, j'assume, je dis, l'islam a été une bénédiction, est un message intéressant pour le monde. En tout cas, pour moi, c'est une bénédiction. Pour moi. Et que pas pour la France. L'islam pour la France, c'est une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle pour vous. Très mauvaise nouvelle. Très, très mauvaise nouvelle. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Me concernant moi. Et pour l'Arabie, c'est une bonne nouvelle. Parce que l'Arabie, pétrole ou pas, l'Arabie est un État important dans le monde. Parce que 1,5 milliard de musulmans pris en direction de la Mecque, donc de l'Arabie. Donc l'Arabie, à part l'islam, l'Arabie n'a rien, il n'y a rien. C'est un pays récent, d'ailleurs qui n'aurait même pas dû exister. Hein. C'est les années 20, c'est les années, oui, 1920, 1910, 1920. C'est nos amis anglais, hein, la perfide Albion, qui a vendu les intérêts du Hijaz, des Jordaniens, j'ai oublié le nom là, oublié le nom, des Hachimites. Qui aurait dû gouverner l'Arabie? Ce sont les Hachimites, des gens beaucoup plus sympas que les Wahhabites et les Saouds. Avec les Hachimites, nous aurions pu. Les Hachimites, c'est le roi de Jordanie, Abdullah, et son père, King Hussein, grand monsieur, noble. Ça, c'est l'arabe noble. C'est pour ça que je suis vraiment tellement en colère contre à la fois les abrutis, les incultes qui nous servent d'influenceurs et de politiciens, et les racailles qui nous servent de modèles. Hchouma. Je le dis en arabe marocain. Hchouma alikum. Tous ces imbéciles en Lacoste qui ont dégradé aux yeux des Français l'image de l'arabe. L'arabe, le grand arabe, le noble, c'est King Hussein of Jordan, le roi de Jordanie. Ça, Nkhwa, comme on dit au Maroc. L'assise, la noblesse. Comment il parlait anglais? Comment il parlait arabe? Vision de long terme. Vision de long terme. La noblesse, l'art de l'accueil, l'élégance arabe. Lui, c'était un arabe, un vrai. Ça, moi, je suis arabe comme lui. J'espère être un jour arabe comme lui. Pas les types en Lacoste qui agressent les gens dans le métro, qui crachent dans la... Ça, c'est... Et j'en veux tellement à ces journalistes français, ces intellectuels français, qui ont sanctuarisé cette image-là de l'arabe. Ils les applaudissent, il faudrait les rééduquer. Il faudrait les rééduquer. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. On n'est pas des humoristes, on n'est pas des clowns. Bon. Donc,
les Anglais, dans leur cadre de leur politique délirante, impérialiste délirante, hein, ils avaient divisé l'Arabie Saoudite en deux zones. Une zone qui répondait à l'Égypte, celle qui était la zone ouest, Hijaz, là où il y a la Mecque. Et une zone qui répondait à l'Inde, rendez-vous compte, la zone où il y a les Saoudiens Ibn Saoud, les ancêtres de M. MBS, qui étaient à l'est. Après, on traite les Français, on dit que l'Empire français, l'Empire colonial français était mal géré. Je m'excuse, il a été aussi mal géré que l'Empire anglais. Vous vous rendez compte du crime administratif, de l'imbécilité commise par ces Anglais-là? Et donc, finalement, il y a eu une guéguerre de pouvoir chez les Anglais. Et finalement, ceux qui ont gagné, c'est l'Égypte. Et l'Égypte a poussé, pardon, ceux qui ont gagné, c'est l'India, l'Inde. Ceux qui ont gagné, et ils ont propulsé Ibn Saoud qui roulait pour eux. Je ne sais pas comment il s'appelait, le roi, j'ai oublié son nom. Bon, ils ont sorti les Hachimites, ils ont donné Médine et le Caire, Médine et la Mecque, au Ibn Saoud, aux ancêtres de MBS, qui sont des Wahhabites, donc la ligne dure, archaïque, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis le pétrole est arrivé et la messe a été dite. Et vous avez MBS. MBS aujourd'hui, il veut, suite à un coup d'État, parce qu'il ne devrait pas gouverner l'Arabie, hein, mais suite à un coup d'État, maintenant il veut réformer, mais il y a une réforme et réforme. Je suis désolé, faire 100 km de vitres blindées teintées dans le désert, c'est juste n'importe quoi. Donc je ne vois pas, pour revenir à notre discours, à notre propos principal, je ne vois pas nada, je ne vois pas de renaissance arabe, pas dans les 50 ans. Dommage pour ma génération. Ma génération préfère faire de... Ma génération voilà, préfère engueuler les Français parce qu'on les traite de racistes, ou préfère recycler, recycler les déchets, ou préfère engueuler Israël, au lieu de faire notre job à nous, c'est-à-dire faire Nahda al-Arabia, la renaissance arabe. Donc le Moyen-Orient est appelé à court et moyen terme à être disputé entre trois peuples d'élite, Israël, les Perses et la Turquie. Bon, comme ça. Comme disait mon ami Sédar Senghor, enfin mon ami, Dieu et son âme, les Africains ne sont colonisés que les peuples colonisables. Hein, les malheurs des Arabes du Moyen-Orient viennent d'eux-mêmes. C'est eux qui sont en état de faiblesse. Ils ne sont pas assez sérieux. Tu me donnes le pétrole de l'Arabie ou de Dubaï ou de Qatar, moi je ne fais pas la Coupe du Monde. Hein. Je fais autre chose. Je commencerai d'abord par traduire tout ce qui bouge dans le monde, tous les bouquins scientifiques, littéraires, la poésie, tout en arabe directement. Directement, comme font les Japonais. Les Japonais, depuis l'ère Meiji, traduisent tout ce qui bouge. Ils ont un ministère pour ça. Vérifiez. Je commencerai aussi, je referai un dictionnaire de la langue arabe. Je referai la langue arabe entièrement. Tu me donnes le pognon du Qatar, mais je vais pas, ou du Dubaï, je ne vais pas aller acheter des Porsche ou des Ferrari. Bien sûr que je roulerai dans des belles voitures, évidemment, on sait quand même vivre. Mais je referai la langue arabe. J'amène tous les meilleurs académiciens, les meilleurs littéraires du monde arabe. On refait la langue arabe pour en faire une langue vernaculaire, du quotidien. Une langue où tu peux décrire un paysage et où tu peux lire un bouquin scientifique. On ne peut plus continuer dans le monde arabe à vivre sans langue. Nous sommes amputés dans le monde arabe. Amputés. Pourquoi on ne se développe pas? Ce n'est pas parce qu'on ne sommes pas démocratiques. On ne se développe pas, notamment parce qu'on n'a pas de langue. Les Coréens du Sud ont une langue, nous on l'a pas. Les Chinois ont une langue, nous on l'a pas. Les Bulgares ont une langue, nous on l'a pas. Les Grecs ont une langue, nous on l'a pas. Les Catalans ont une langue, nous on l'a pas. Les Arabes n'ont pas de langue. Nous avons une langue du quotidien qui est déplorable, une langue de maçon et d'épicier. J'ai fait une école de commerce, donc je suis un épicier. Donc il n'y a aucun syndrome de classe ici. Et nous avons une langue d'érudit qui est l'arabe classique que personne ne comprend. Voilà ce que j'aurais fait à la place de MBS, ou de Cheikh, ou de MBZ, ou de je ne sais qui, de Cheikh Tamim, je ne sais pas quoi. Je sais que c'est difficile de diriger des pays. Hein, je sais que je sais que la critique est facile et l'art est difficile, mais quand même. Hein, mettez 10% du budget des Coupes du Monde et des courses de chameaux surveillées par satellite, mettez-la sur ça. Et vous allez voir, vous allez rentrer dans l'histoire. Et vous allez servir l'islam. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, réconcilier l'islam avec la performance. Et la performance, ce n'est pas le pétrodollar. Vous serez respecté, vraiment, quand vous aurez réussi à réconcilier l'islam avec la valeur ajoutée. Le jour où tu auras un Elon Musk musulman, là oui,
là, la cause islamique sera vraiment... Aujourd'hui, la cause islamique, elle avance parce que l'islam est une religion puissante et puis la démographie. Faut que nous, musulmans, devienions admirables. Elon Musk est admirable. Faire la plus haute tour du monde, construite par des Pakistanais et des ingénieurs britanniques et financée par le pétrole, ça n'a rien d'admirable. N'importe qui peut faire ça. Comme je dis à M. Netanyahou, bombarder Gaza avec des F-16, n'importe qui peut le faire. N'importe qui, même moi je peux le faire. Avec un joystick, je peux le faire. Mais choper, débusquer les patrons du Hamas chez eux, leurs familles et les descendre, ça c'est l'art de la guerre. Ok, très bien. Fermons cette parenthèse. Allons au Brésil. Je pense que j'ai rien oublié. Allons au Brésil. Deux choses au Brésil qui se passent. Une chose, enfin, comique et enfin tragicomique. Avant-hier, il y a une nana qui est allée à une agence bancaire avec son oncle pour demander un prêt, environ 3000 $. Et donc elle arrive à l'agence bancaire, tout est filmé maintenant. S'assoit devant le conseiller clientèle, dit voilà, mon oncle va te demander un prêt, il est sur chaise roulante, il est vieux, donc je vais l'aider à signer l'accord. Il s'avère que le monsieur était mort. Donc la dame a amené un cadavre à l'agence bancaire. Scandale dans le pays. Comment se fait-il que le chauffeur Uber ait transporté un cadavre sans s'en rendre compte? Comment se fait-il? Vous voyez où on en est arrivé? Vous voyez où on est arrivé? Nous sommes chez les sauvages. Alors, ce qui est arrivé au Brésil peut arriver n'importe où maintenant. Notre seule divinité, c'est l'argent. L'argent. Pour l'argent, nous faisons tout. On dit qu'on tu prends un cadavre, ton oncle, et tu le balades dans un centre commercial, tu arrives dans l'agence bancaire. Enfin, et tout a été filmé, vous l'avez certainement vu. Elle avait le sourire, elle disait oui, signe, papy, signe. Alors vous me direz, ça peut arriver sur d'autres cieux, à d'autres époques. Ça a dû. Enfin, des crimes comme ça ont dû se produire il y a 1000 ans, il y a 500 ans, d'accord. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus personne pour les dénoncer moralement. Nous n'arrivons plus à les condamner moralement. Au Brésil, Lula n'a rien dit, le gouvernement n'a rien dit, l'Église catholique, je ne sais pas à quoi elle sert, elle n'a rien dit, les protestants, me semble-t-il, n'ont rien dit. Donc le crime a eu lieu, la société est choquée, mais il n'y a pas de réponse morale. Parce que nous vivons dans ce qu'on appelle, excusez-moi, je vais faire le philosophe, l'anomie. L'anomie, c'est un concept qui veut dire qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de sens. La loi est un sens aussi, la loi est une réponse à une question. Tu ne tueras point. C'est une réponse à une question. Est-ce que je peux tuer mon prochain? Dieu, la loi a dit, tu ne tueras point. Voilà, là, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de règles, tout est possible. La loi du plus fort. La loi du plus fort. Là, moi, je serais à la place de Lula, mais je fais ou lui, la première dame. Dites attention. Parce que pourquoi? On me dit le réarmement moral. Le réarmement moral, c'est pas le retour au Christ. En théorie, bien sûr, c'est le retour au Christ dans les pays chrétiens. Mais là, on y est. Même le pape n'est plus chrétien. Donc, c'est dire. Hein. Bon courage pour le retour. Mais le réarmement moral, c'est dire qu'est-ce que c'est qu'une société? Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Nous ne sommes pas venus, nous n'avons pas payé, nous ne payons pas des impôts, nous n'avons pas fait des révolutions politiques. Nous ne vivons pas ensemble pour permettre ça. Nous n'avons pas formé, nous n'élevons pas nos gosses pour que ces choses-là puissent se produire. Nous n'avons pas formé société, nous n'avons pas fait société pour qu'un garçon se fasse défoncer là le crâne à Grande-Sainte cette semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Quelle est notre vocation, collectivement, comme peuple brésilien, France? C'est précisément pour faire l'inverse. C'est pour que les gens vivent en paix, le ventre plein, honorés, avec leur dignité. C'est ça la vocation d'une société. C'est ce que doit dire Lula. Ok, ça s'est produit. On ne peut pas lutter contre la folie humaine, contre la méchanceté, contre le diable. On ne peut pas lutter. Enfin, on ne peut pas empêcher qu'il se manifeste. Mais il faut rappeler le fondamental. On n'est pas venu pour autre chose. Là, tout le monde s'en fiche. Bon, ok.
On met ça entre les mains d'un juge. Qu'est-ce que tu veux que le juge fasse? Qu'est-ce qu'il fasse? Bien sûr qu'il y a un article de loi, il va dire oui, profanation de cadavres, je sais pas quoi, faux usage de faux, bon, ok. Vous voyez ce qui va, je vais vous dire ce qui va se passer. Cette dame va se faire tuer en prison. Je parie, hein, je ne le souhaite pas, mais elle se fera tuer en prison. Donc ce sera un deuxième camouflet à la société. Il y a le crime qu'elle a commis, et l'autre crime qui va être commis par les criminels sur elle. C'est-à-dire que même la punition nous est interdite. Déjà, nous n'avons plus de sens. Il n'y a plus de sens. Les politiciens, les églises ne donnent plus de sens. Elles sont occupées à faire autre chose, parce qu'elles foutent. Parce qu'ils foutent. Mais les criminels, les prisonniers, qui devraient baisser la tête, eux, nous privent de la justice. Qui doit rendre la justice? C'est le tribunal, ce n'est pas le criminel. Et je vous parie, bon, j'espère me tromper, qu'elle sera tuée en prison. Voilà, voilà où on est arrivé. Voilà où on est arrivé. Bon. Toujours sur le Brésil, ce sera le dernier point. Je suis content aujourd'hui, on terminera, on fera moins de 45 minutes. On a les objectifs qu'on mérite, hein, je me suis donné cet objectif-là. Elon Musk contre la Cour suprême. Alors, je ne voulais pas en parler, parce que dès que je parle du Brésil, enfin, il y a des préjugés. Hein. Le Brésil, c'est Ipanema, les nanas à poil et les favelas. Donc, et l'Amazonie qui brûle. Donc, parfois, je suis un peu découragé de... Il faut vraiment traverser casser beaucoup de parois mentales et d'illusions pour pouvoir arriver à communiquer sérieusement sur le Brésil avec un occidental. Mais là, ce qui se passe est historique. Elon Musk a transmis au Congrès américain la liste des personnalités publiques et privées censurées par la Cour suprême brésilienne. Et ça a été publié hier. Le Congrès américain a publié ça hier. 500 pages. Je ne les ai pas lues. Mais dedans, vous avez des choses incroyables. Vous avez des chanteurs, vous avez des hommes politiques, des députés qui ont en plein mandat. Vous vous rendez compte? Des députés en plein mandat, des sénateurs. Vous avez des journalistes qui ont leur compte fermé sur X ou fortement censuré et qui ne sont même pas au courant. C'est-à-dire que le juge a transmis ça, il n'a pas dit... ils ne sont même pas au courant. Et il a dit à Twitter, attention, vous n'allez pas leur dire qu'ils sont censurés, vous allez leur dire, s'ils posent des questions, qu'ils ont enfreint vos lois, vos règles. Vous vous rendez compte de la fourberie du truc? Alors le pire, pourquoi je vous en parle? Parce que ça vous intéressera en France. Les journalistes du Brésil applaudissent la censure. Ils applaudissent la Cour suprême et ils disent que Elon Musk est un impérialiste, c'est un Américain, et qu'il n'a pas à s'ingérer dans les affaires brésiliennes. Vous vous rendez compte, des journalistes? À quoi ça sert? Bon Dieu, mais devenez prostituées tout de suite. Pas la peine de perdre votre temps à étudier, bon sang. Oh non, j'ai vécu assez longtemps pour voir des journalistes défendre la censure. Voilà. Donc j'espère que M. Musk nous aidera, parce que le Brésil a besoin d'être aidé. M. Macron s'est rendu ici il n'y a pas longtemps, en mars, il n'a rien vu. Je ne sais pas, il n'a rien vu, ou ses conseillers n'ont rien vu, mais il a embrassé Lula, les photos en Amazonie, blablabla. Il a raté quand même l'éléphant dans la salle, comme on dit en anglais. The elephant in the room. Le Brésil est une démocratie en train de mourir. Les gens ont peur de parler. Je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait trop long. Allez, n'hésitez pas bien sûr à cliquer et partager cette vidéo. Si vous voulez m'aider, faites ça. Cliquez, partagez la vidéo, achetez les livres si ce n'est pas encore fait. Leur description est intégralement dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Achetez les cours ou les livres numériques. Il y aura d'ailleurs une surprise littéraire la semaine prochaine. Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. Ciao, bon week-end.